remettre la bande à zéro, recommencer toute l'histoire, repasser la dernière séance de Marilyn. C'est toujours par la fin que les choses commencent. Nous allons essayer de raconter cette histoire. Ce serait une vilaine histoire, même si on pouvait en supprimer la fin. Ce serait une histoire triste, dont rien ne rachèterait la mélancolie. Même pas ce sourire par lequel Marilyn semblait s'excuser d'être si belle. I'm sorry. So sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Une histoire d'amour et de haine entre la star et le docteur Ralph Grinson, son dernier psychanalyste. Los Angeles est encore plus irréel en 2005 que 40 ans auparavant. Plus métallique, plus nu. En août, la pollution jette un voile rose sur la ville et les rues prennent en plein midi un flou qui rappelle le sépia des vieux films. Un homme grand et voûté entre dans les locaux du Los Angeles Times. Il regarde partout comme une personne égarée. Il s'appelle John Miner. Il désire rencontrer le journaliste Forger Buckwright. Un vieil homme venu réveiller une vieille histoire. Il explique au journaliste qu'il a retranscrit les bandes magnétiques que Marilyn Monroe avait adressées au Dr Grinson les premiers jours d'août 1962, quelques jours avant sa mort. John Miner était alors l'adjoint du chef de service de médecine légale et il avait assisté à l'autopsie menée sur le corps de Marilyn Monroe. À cause de la présence énigmatique de 4,5% d'un barbiturique, le rapport avait conclu à un suicide probable. Cela n'excluait pas que Norma Jean Baker ait mis 36 ans à l'accomplir, ni qu'elle ait utilisé pour cela une main criminelle. L'autopsie avait posé à John Miner trop de questions sans réponse. Alors, il avait appelé le Dr Grinson. Rendez-vous fut pris à 17h après les obsèques dans sa maison de Santa Monica. C'était 3 jours après la mort de Marilyn, le 8 août 1962. Dans la touffeur moite de l'été californien, un homme bouleversé, le Dr Grinson, mal rasé, fatigué, fait écouter à John Miner une bande de 40 minutes. Marilyn parle.
sa voix posée comme au bord des mots. Cette voix d'au-delà à la présence des voix entendues en rêve. John Miner demande au psychanalyste « Qu'était-elle pour vous? Une simple patiente ?» Elle était devenue mon enfant, ma douleur, ma déraison. Que s'était-il passé ces 30 derniers mois où Marilyn et son thérapeute avaient été pris dans la folie passionnelle d'une psychanalyse sortie de ses limites? Le 17 août 1962, l'affaire fut classée. Plus de 40 ans après, Miner ne se demandait plus qui a tué Marilyn, mais plutôt qu'est-ce qu'il avait tué. Le cinéma, le sexe, la politique, la folie ou la psychanalyse. À Hollywood, la psychanalyse fait fureur. Psychose, névrose, perversion. Les acteurs riches mais vulnérables se soignent à forte dose de cure par la parole. Les gens de l'image et les gens des mots ont fait alliance pour le meilleur et pour le pire. Le docteur Ralph Greenson est le psychanalyste des stars. C'est un grand intellectuel, issu de la vieille Europe, professeur de psychiatrie à l'université de Los Angeles. Il a déjà soigné des actrices folles, mais il va être frappé par la manière de parler de Marilyn. Elle lui dirait sans douleur des choses douloureuses. Tout commence un jour de janvier 1960. Marilyn a fait venir Greenson en urgence, dans le bungalow qu'elle occupe au Beverly Hills Hotel. Well, for me, if I can realize certain things in my work, Il découvre une femme en plein désarroi et menacée d'autodestruction par son abus de drogue et de médicaments. Il accepte de l'aider à se lever, à jouer au cinéma, de l'aider à aimer, de l'aider à ne pas mourir. Oh no, it's all right. You've been very patient as it is. Yes, I think there's... La première séance est brève. Marilyn est à Los Angeles avec son mari, l'écrivain Arthur Miller, pour le tournage du Milliardaire, avec Yves Montand comme partenaire. Elle s'estime maltraitée et mal payée, mais elle doit un dernier contrat à la Fox. On réécrit le scénario en permanence et une atmosphère de désastre plane sur le plateau. L'équipe attend chaque jour qu'elle se réveille. Elle arrive sur le tournage bouffie de barbiturique. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. Le 26 janvier, elle interrompt le film de Georges Cukor et disparaît 3 jours, juste avant de tourner ses premières scènes avec Yves Montand. Je voudrais disparaître.
dans l'image ou hors de l'image, ça m'est égal. Mais disparaître, confie-t-elle à Grinson. Le docteur propose à Marilyn de le rencontrer directement chez lui, par souci de discrétion. No. No, it's okay. I just gotta... Un grand bureau de bois, vide de tout papier. I could easily be alone. It doesn't bother me to be alone. Some people I know, they... Elle est surprise de ne voir aucune photographie de Freud. I don't mind it. Ce qui la frappe est un tableau. Une femme nue, détournée, sereine. Marilyn la regarde comme une énigme. Elle dit au docteur, cette femme, quel est son secret? Moi aussi, j'ai posé nu. Quand j'étais modèle, je me regardais dans les glaces ou dans les gens pour savoir qui j'étais. Marilyn n'existe pas. Quand je sors de ma loge, je suis Norma Jean. Marilyn Monroe n'existe que sur l'écran. Vous avez peur de tourner parce que vous êtes angoissé d'être volé de votre image? Lui demande Grinson. Trop de questions, docteur. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les hommes ne me regardent pas. Ils jettent les yeux sur moi. Grinson remarque qu'entre deux regards, quand personne ne fait attention à elle, son visage se relâche. Il se défait. Il meurt. La première séance, il faut toujours la prendre comme la dernière. Tout ce qui est important par la suite y est déjà, même si c'est entre les mots. Marilyn ne dit plus rien. Elle s'étonne qu'il ne lui ait pas proposé de s'allonger pour la voir à l'horizontale. Ça tombe bien. Elle n'aime pas qu'on lui demande de se coucher. Elle a peur de la nuit, peur qu'elle ne finisse jamais. L'amour, souvent, elle le fait debout, de jour. Quand on ferme les yeux, on analyse, on revoit, on revit. Face au docteur Nemo, Marilyn laisse monter en elle de vieilles images qu'elle aurait préféré oublier. Elle avait 20 ans et un vide au cœur qu'elle calmait avec des hommes et des femmes pour se donner la force de marcher jusqu'au matin. Pour survivre à Hollywood, elle vendait ce qu'elle pouvait à qui en voulait. Son corps à des producteurs pressés d'en jouir, et l'image de son corps à des spectateurs amateurs de films pornographiques. Soit sexe, vraiment sale. C'est sans doute ce que le preneur d'images inconnu lui avait dit dans cet appartement sombre de Los Angeles. Si ce court-métrage n'est pas un faux, c'est la première trace filmée d'elle. Trop souvent projetée, cette copie semble dire au voyeur « Il n'y a rien à voir ». Rien n'a changé. Marilyn est toujours une image, rien qu'une image. Embellir son corps est pour elle le meilleur moyen de donner un sens à sa vie. Elle se sait très belle. Elle retire une fierté immense de son apparence. Mais à 34 ans, elle se sent insignifiante. Ce ne sont pas les réponses qui manquent à Grinson pour dresser un diagnostic. Ce sont plutôt les questions. Il s'aperçoit que lorsqu'elle est angoissée, elle agit en orpheline, en enfant abandonné, en masochiste. Marilyn provoque
pour qu'on la maltraite et qu'on abuse d'elle. Avec inquiétude, Grinson pense qu'elle peut le détruire en se détruisant. Alors que le tournage du film s'éternise, Grinson interroge Marilyn sur sa vie quotidienne. Elle se plaint du rôle qu'on lui fait jouer dans ce film qu'elle déteste. Elle fait état de son insomnie chronique pour justifier qu'elle se drogue. L'analyste n'hésite pas à rencontrer Arthur Miller. Il pense que l'écrivain aime vraiment sa femme. Au Beverly Hills Hotel, le bungalow d'à côté est occupé par Yves Montand et Simone Signoret. Un soir, Montand pousse sa porte. Il s'assied sur le lit à côté d'elle et lui prend la main. Elle l'attire sur elle et l'embrasse avec une sorte de désespoir gai. Kiss me, baby. Let's make love. Très vite, Montand regrette d'avoir cédé. Pour lui, Marilyn n'est qu'une enfant délicieuse, sans malice. Elle s'était prise de lui comme une collégienne. Je sais, dit-elle à l'analyste. Le soir, l'homme s'endort avec Marilyn. Le lendemain, il se réveille avec moi. Montand n'est qu'un figurant dans l'histoire d'amour que je me raconte depuis que je suis toute petite. Mais lui, j'aimerais qu'il m'aime. Grinson conseille à Marilyn de rompre. Elle ne peut pas. Ce soir d'avril, Simone Signoret est en course pour l'Oscar de la meilleure actrice. Simone Signoret, run to the top! Signoret l'emporte et Marilyn est une fois de plus oubliée au palmarès. À Grinson qui lui demande si ce n'est pas trop dur pour elle, elle répond « J'ai appris en lisant Freud que les échecs sont souvent désirés par l'inconscient. » Toujours très angoissée à l'approche de son anniversaire, elle a l'impression de chanter sa propre vie en playback sur une musique déjà enregistrée. Avant de tourner une des dernières scènes du milliardaire, elle écrit « De quoi ai-je peur ? Peur de ne pas pouvoir jouer. Je sais que je peux jouer. Je sais que je ne devrais pas être effrayée. Mais ne pas être effrayée, ce serait ne pas être du tout. » Sans cesse en retard, elle finit le film de Cukor épuisée. Lors d'un rendez-vous chez Grinson, Marilyn arrive avec une demi-heure de retard. « Vous êtes en retard », lui dit le psychanalyste. Amateur d'échecs, il aime les ouvertures qui déséquilibrent l'autre joueur. Elle réplique « Je suis en retard, oui, je suis en retard, car je suis en retard avec tout le monde. Il n'y a pas que vous que je fais attendre. » Depuis ses débuts avec Hawks, Lang, Mankiewicz, Huston, le plus grand d'Hollywood, elle est toujours en retard sur les tournages. Vous avez toujours eu peur, lui demande Grinson. Toujours ? Je me suis toujours caché tellement j'étais effrayé d'apparaître devant la caméra. Avec les mots, c'est si difficile. Et si facile pour moi avec le corps.
Excuse me while I shake this dump upside down. It's kind of exciting and attractive. Who's attractive? Who's exciting? Oh! Who? Joey, you're strangling me! Who's exciting? Who's attractive? You. That's better. Pendant le tournage de Troublez-moi ce soir, elle vomissait avant chaque scène. Le rôle qu'elle jouait dans le film était en fait celui de sa mère, son impossible mère, qui l'avait abandonnée. Quand j'étais petite, personne ne me disait que j'étais jolie. On devrait dire à toutes les petites filles qu'elles sont jolies, même si elles ne le sont pas. Grinson pense, elle aime être aimée. Si sa mère l'avait regardée, elle ne chercherait pas comme ça désespérément l'attention de tous, tout le temps. Revenons à vos retards, dit-il. Ici, vous n'êtes pas sur un plateau. Elle répond, être en retard, c'est s'assurer que les autres vous attendent, vous et personne d'autre, et qu'ainsi on ne peut pas vous remplacer. Et elle ajoute que pendant ces retards, elle n'est pas absente. Elle soigne son maquillage, son habillement, son image. Ses mots aussi. Elle avoue au psychanalyste qu'elle prend des notes sur ce qu'elle veut dire. Yeah, it's fine, I can relax. I think that we're rushing too much nowadays. That's why people get nervous. Grinson la coupe. Non, Marilyn. Vos retards signifient « Je ne vous aime pas, Dr. Grinson. Je ne veux pas venir vous voir. » Marilyn pense plutôt « Vous m'attendez. Vous n'attendez que moi. Vous m'aimez. C'est toujours celui qui aime qui attend l'autre. » I'm sorry, so sorry. Après cette séance, elle n'arrivera plus jamais en retard chez Grinson. Love was blind, and I was too blind to see. Marilyn se souvient. Elle avait 20 ans. Son premier amant, le photographe André de Dienes, adorait cette fille brune et simple. C'est devant lui que pour la première fois elle avait écrit sur le sable ce nom de Marilyn Monroe, qui allait effacer celui de la pin-up dévêtue qui s'appelait encore Norma Jean. Un jour, ils passèrent le long du Hollywood Memorial, le cimetière où était enterré Rudolph Valentino. Marilyn remarqua que Valentino était mort l'année de sa naissance, en 1926. Peut-être était-elle venue au monde pour le remplacer, dit-elle à de Dienes, et devenir un jour aussi célèbre que lui. Après cette visite, elle posa longuement pour lui. Une à une, il captura les humeurs qu'il lui suggérait. Le bonheur, la mélancolie, la tristesse. Il lui demanda même à quoi la mort ressemblait dans son imagination. Elle le dévisagea et lui dit que le sens de cette photo serait la fin de tout. Bien plus tard, de Dienes se rappela que pour protéger sa vie privée, Marilyn avait donné un faux numéro de téléphone. C'était celui de la morgue de Los Angeles. C'est loin tout ça, dit le psychanalyste. Laissez-le passer, Marilyn, laissez-le où il est.
Maintenant, il faut devenir adulte. Fini la petite fille aux images. Huit mois qu'elle est en analyse avec Grinson. Elle court après son image, moitié reine, moitié enfant perdu. Après avoir été quittée par Montand, Marilyn veut aimer, mais elle ne sait pas qui. En mars 1960, elle reçoit le Golden Globe de la presse étrangère pour son rôle dans Certain l'aiment chaud. Elle apparaît seule à la cérémonie, désorientée par son succès. Ce désarroi, Marilyn l'a déjà ressenti. C'était en 1954. Elle avait voulu en finir avec la blonde d'Hollywood. Elle avait alors plaqué Los Angeles et les studios pour découvrir une nouvelle vie. Elle raconte à Grinson ses souvenirs 6 ans plus tôt. New York, pareil à un échiquier géant. Un lieu magique où les acteurs font autre chose que de discuter de plans rapprochés ou de gros plans. Au lieu de l'anonymat qu'elle recherchait, elle avait débarqué de l'avion mitraillée par une centaine de photographes déchaînés. Difficile d'échapper à Marilyn. New York, c'était sa ville. Une ville plus riche en réflexion, où la lumière, le jazz, le théâtre, tout la mettait en éveil. Là, elle ne fréquentait que des écrivains. Arthur Miller, Carson McCullers, Truman Capote. In New York, I get up in the morning about 8:30. Mieux qu'un souvenir, aujourd'hui, Manhattan est un lieu qui lui parle d'elle. Sometimes while I'm waiting for my breakfast to be cooked, after breakfast, I'll take a bath, read the New York Times, then I'll get dressed in a skirt and a shirt and some flat shoes and a polo coat and go to the actor studios on Tuesday and Friday. Être Marilyn Monroe à Los Angeles était devenu un métier à plein temps. À Manhattan, elle peut se fondre dans l'anonymat. Elle n'est personne. Elle peut se cacher d'elle-même. Elle peut marcher incognito dans les rues bondées, sortir, vivre. New York, c'est là qu'elle a découvert la littérature, Freud et la psychanalyse. Elle possède peu de choses, mais toute sa vie, elle emportera avec elle les mêmes livres qu'elle relit inlassablement. Rilke, Faulkner, Steinbeck. Et surtout, un piano blanc. Le piano de ses 8 ans. Elle l'avait retrouvé dans une vente aux enchères et depuis, le piano la suivait au gré de ses déménagements. Le piano restera toujours lié à l'enfance, à la joie d'exister tout simplement. Elle a suivi les cours de l'Actors Studio.
Lee Strasberg, son fondateur, s'identifie à un thérapeute. Il encourage l'introspection de l'acteur, convaincu que l'émotion vraie trouve sa source dans son histoire personnelle. Elle est séduite par ce discours. Et Strasberg lui présente sa première analyste, Margaret Hohenberg. Elle vient régulièrement chez elle chercher sa vérité parmi les mots. 5 séances par semaine. Marilyn s'enfonce alors dans une sorte de remise à zéro de ce qu'elle sait d'elle-même. À Grinson, qui l'écoute évoquer ses premiers mois à New York, elle lâche. Mais même là, j'avais peur de devenir folle. Il lui répond, votre obsession de plaire à tous vous isole. Elle vous empêche de renouveler votre art. Ma seule manière d'être quelqu'un a été d'être quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai voulu être actrice. Le cinéma lui fait mal, mais c'est aussi le remède à son mal. Son désir de devenir une autre attire à elle de nombreux photographes. Elle trouve que c'est à New York que l'on fait les plus belles photos d'elle. Être photographié signifie être caressé sans risque. Elle désire être désirée pour ne pas savoir si elle est aimée. Lors d'une longue séance de prise de vue, la Black Session, elle offre à Milton Green plusieurs visages d'elle. Pour lui, elle pose en dessous noir et bas résille. Les yeux mi-clos, la bouche dessinant un sourire triste. Les photos sont dures, sombres. Elle apparaît défaite, fatiguée de sexe, usée par un manque venu de loin que rien ne semble apaiser. Ce sont ces photos qu'un jour d'août 1960, Marilyn apporte à Grinson. Il les regarde d'un air las et il lui fait remarquer qu'elle parle peu de sa vie sexuelle. Ma vie sexuelle, ma vie tout court, je la vois comme une série de faux raccords. Un homme entre, me prend, me perd. Au plan suivant, on voit le même homme entrer une seconde fois, mais il ne porte pas le même sourire. Les gestes ont changé, l'éclairage aussi. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Moi non plus. Peut-être est-ce cela la réalité des rapports entre hommes et femmes. Une suite de faux raccords. Elle rit. Grinson pense que son problème n'est pas seulement sexuel, mais qu'il s'agit plutôt d'une sorte de désordre de son image. Une image vraie, mais qui la protégeait contre une autre vérité insoutenable. C'est ça que nous cherchons ensemble, lui dit-il. Le psychanalyste se souvient de cette image, 5 ans plus tôt à New York. Une Marilyn de 20 mètres de haut,
immense fleur blanche de chair et de robe soufflée, s'étalant sur une façade d'immeuble pour la première du film, 7 ans de réflexion. Et Grinson se demande si les icônes du désir ont elles-mêmes un désir. Pour cette comédienne du sexe, le sexe n'est-il pas simplement une comédie ? Nous allons arrêter là, conclut Grinson. Marilyn s'exclame alors. Vous aussi vous dites coupé. Prochaine prise. Marilyn dernière. Vous reviendrez à 18h. Vous me parlerez de vos mariages. La nuit tombée, au domicile de Grinson, Marilyn parle de Joe DiMaggio. Elle a épousé la star du baseball en 1954. L'idylle a été de courte durée. Elle n'aime pas reparler de cet homme jaloux qui la frappait parfois. Leur mariage a échoué parce que la femme que DiMaggio avait épousée était Marilyn Monroe, la coqueluche d'Hollywood. Et lui voulait simplement vivre avec Norma Jean. À peine un an plus tard, c'est Arthur Miller qu'elle rencontre à New York. C'est un intellectuel brillant qui la fascine, elle qui n'a jamais fait d'études. Elle attend tout de lui, surtout de devenir une autre, et elle espère qu'il la sauvera. Je crois qu'Arthur apprécie les blondes idiotes, dit-elle à Grinson, et qu'il n'en a jamais eu avant moi. Elle avoue qu'elle a de la peine à avoir des orgasmes. L'amour est en général confondu avec la satisfaction sexuelle, dit le psychanalyste. Tout le monde veut être aimé, mais peu de gens peuvent et veulent aimer. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop boopy doo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, the deedly 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 dum, boop boopy doop. Je ne veux pas être vendue comme un aphrodisiaque sur celluloïd, dit-elle à Grinson. Ça a été très bien comme ça pendant des années, mais c'est fini. Toujours la même histoire. 4 ans plus tôt, au Waldorf Astoria de New York. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être sexy. C'est le message que lui adresse Laurence Olivier avant la présentation à la presse du projet Le Prince et la danseuse. Marilyn dégage des vibrations sexuelles quoi qu'elle fasse. Mais ce n'est pas ce qu'elle désire. Elle veut être une artiste. Une vraie. C'est pour cela qu'elle a tant voulu tourner ce film avec l'acteur anglais, interprète prestigieux de Shakespeare. Elle doit interpréter une danseuse dans un conte de fées sans fées. Le tournage a lieu au studio de Pinewood, près de Londres, et Arthur Miller l'accompagne.
Elle est au bord de la dépression. Rien ne va. Le film, le corps qui se dérobe, la fatigue. Laurence Olivier la traite comme une salope faiseuse d'ennuis, une idiote, inculte et obsédée d'elle-même. Et Miller ne la défend pas. Quand il me souriait, racontait la Grinson, son regard était infect. Il s'approchait de moi comme on entre dans un mauvais lieu, comme s'il reniflait un tas de poissons morts. I'm gonna fall in love with you. 'Cause I always do. Always? Both times. So, you better watch out. You better watch out. Alors elle reprend ses ruses habituelles pour ne pas jouer son rôle. Retard, drogue, absence. Elle découvre un carnet de notes où Miller a griffonné quelques mots. Je n'aurais jamais dû me marier avec elle. C'est une femme enfant, imprévisible, abandonnée et égoïste. L'écrivain craint pour son œuvre et ses créations s'il cède à son perpétuel chantage à la souffrance. Marilyn termine Le Prince et la danseuse et reprend l'avion pour New York le 20 novembre 1956. Anna Freud, qu'elle consulte durant le tournage, établit alors son diagnostic. Instabilité émotionnelle, un désir de contact sexuel, une peur de la solitude, une paranoïa avec poussée schizophrénique. Pour tuer toute cette souffrance, Marilyn s'adonne au barbiturique. La psychanalyse devient un sujet de conflit entre elle et son mari. Il pense que les psychiatres ne pourront rien pour sa femme. Elle fait une tentative de suicide et Miller la sauve de justesse. La mort, l'envie de mort surgit-elle toujours de nulle part ? Un jour d'août 1958, Miller et Marilyn partent en week-end sur la côte Est. Elle gardait toujours sur elle une lettre que sa mère lui avait envoyée quelques années auparavant. Gladys lui disait « J'aimerais avoir une enfant qui m'aime et ne me déteste pas. » La lettre était signée « Mère avec amour ». Mère, pas ta mère, ni maman. Mère. Ce que Gladys n'a jamais pu être. À la fin de cette belle journée ensoleillée, elle doit rejoindre New York. Hospitalisée, elle fait une fausse couche. Marilyn ne sera jamais mère, même dans un rôle au cinéma. Est-ce d'un manque d'amour, d'un manque d'enfant que Marilyn va mourir ?
Ensemble, Arthur Miller et Marilyn Monroe feront encore quelque chose. Un film. Les Désaxés. Miller écrit le scénario. Elle y tient le rôle principal, celui de sa propre vie, de sa biographie désaxée. John Huston en est le metteur en scène et Greenson promet au producteur de veiller sur elle. Les prises de vue débutent dans le Nevada au cours de l'été 1960 avec Clark Gable et Montgomery Clift. Marilyn arrive, pâle et défaite, avec 2 jours de retard, pour tourner dans le désert autour de Reno par 40 degrés à l'ombre. Quand elle débarque, c'est comme une apparition. Moulée dans une robe de soie blanche aux innombrables cerises rouges, portée sans rien dessous. Une déesse d'effroi qui peut donner la mort, ou par un sourire vous briser le cœur. Elle confie au docteur Greenson que ce rôle de Roselyne, une femme perdue entre 3 hommes et des chevaux, est le double d'elle-même. Qu'elle traverse le même sentiment d'abandon, la même difficulté à vivre. Que son mari a écrit ce rôle pour lui dire son amour et son abjection. Huston prétend avoir tourné ce film en noir et blanc plutôt qu'en Technicolor pour cacher les yeux injectés de sang de Marilyn. Inutile de te shooter, lui dit-il. Les névrosés suicidaires, ça me tape sur les nerfs. Je ne t'aimerais pas plus si tu mourais. Pourquoi Huston a-t-il choisi Marilyn? Mais parce que tu es une pute, lui avait-il dit. Pas une actrice. Et comme les vraies putes, tu pètes ta personne, de ton corps, de ton âme. Mais tu sais que ce n'est pas toi, cette femme. Et il rajoute, laisse cette foutaise d'acteur studio. La psychanalyse et le travail de l'acteur, ça ne va pas ensemble. Ton angoisse, garde-la. C'est un ressort précieux. Sans angoisse, ce métier, mieux vaut l'abandonner. Elle raconte à Greenson la scène qui l'avait brisée. Roselyne, son personnage, empêchait les 3 hommes de tuer un cheval. Elle se retourne vers Gable et lui crie « Je te hais ». Shut up and pull that horse down! Shut up! One, two! You liar! All of you liars! You're only happy when you can see something die! Why don't you kill yourself and be happy? You and your God's country! Freedom! I pity you! You're 3 dear, sweet, dead men! What's that? Murder! Liar! Elle n'est plus qu'un corps en détresse dans la lumière des flashs. Elle ne peut plus se dire que ce n'est que du cinéma, que des images. Celles qu'on prenait d'elle et qui jadis lui faisaient tant de bien ne sont plus qu'une blessure. Une peau arrachée lambeau par lambeau. Le chef opérateur explique au producteur « Je ne peux pas la filmer. Ses yeux sont absents. Si ça continue, le film est fini. » Une même question revient dans tous les esprits.
Marilyn va-t-elle travailler aujourd'hui? Épuisée par le tournage, elle réalise que son mariage avec Miller tire à sa fin. Certaines stars sont comme les étoiles. Leurs lumières nous parviennent encore, mais elles ont déjà cessé de briller. Elles sont mortes. Le 18 octobre, le tournage s'achève. Marilyn pleure. J'ai joué Marilyn Monroe. Marilyn. Toujours Marilyn. Je me suis trouvé en train de faire une imitation de moi-même. Quand j'ai épousé Miller, je rêvais de pouvoir m'éloigner de Marilyn Monroe. Et je me retrouve en train de faire la même chose. Je veux sortir de là. Well, don't get discouraged, girl. You might. Lorsqu'elle apprend la mort de Gable, elle n'en parle à personne. Elle n'assiste pas aux obsèques. Clark Gable, in a Freudian sense, it's supposed to be Elle confie à Grinson, good. dans les scènes I used d'amour, to always je l'embrassais avec passion. think of him as my father, J'aimais ses lèvres. pretended. Et sa moustache me caressait doucement, dos à la caméra. I always pretended he was my father. Je ne voulais pas coucher avec lui. Je voulais simplement qu'il sache combien je l'aimais. J'aurais voulu qu'il soit mon père et qu'il me dise que j'étais la petite fille qu'il aimait. Le jour du baptême du fils de Gable, elle quitte New York. Elle traverse le pays pour embrasser l'enfant qu'elle aurait souhaité avoir. I'm sorry. So sorry. Please accept my apology. Elle arrive tout en noir comme une veuve. And I was too blind to see. Marilyn, maintenant, vit entre deux villes. Le divorce avec Miller a été prononcé en janvier et son dernier film avec Montand a été un échec. I have been here before. How long ago? À New York, loin de Grinson, elle passe ses journées dans le noir, amaigrie, bourrée de calmants, écoutant des chansons sentimentales, sans parler ni manger. You woke something inside me. I'm still Marilyn est internée dans une clinique psychiatrique. could be here with me. Elle a pris tant de drogue qu'elle ne s'aperçoit pas qu'elle a signé elle-même son billet d'admission. Ils l'ont mise au 6e étage, celui des fous. Elle voit des barreaux partout, du sang et des graffitis sur les murs de sa cellule. On ne lui autorise qu'un coup de téléphone. Elle appelle Joe DiMaggio. Elle ne lui a pas parlé depuis 6 ans. Il arrive aussitôt à son chevet. Quand elle sort de la clinique 12 jours plus tard, une nuée de photographes l'encercle et l'assaille de questions. Elle apparaît défaite, désorientée. Un cauchemar dont elle a peine à s'échapper.
Elle décide de revenir à Los Angeles de façon définitive. La ville où elle est née. La ville où elle n'aurait pas voulu mourir pour rien au monde. La ville où elle mourra. Le 1er juin, elle a 35 ans. Elle se dit pleine d'espoir. Elle sait qu'elle ne sera jamais heureuse, mais au moins qu'elle peut être gaie. De quoi vit-elle ces derniers mois? De quoi meurt-elle? Trop de sexe? Trop de psychanalyse finalement, comme une drogue dont elle ne peut plus se passer? Grinson est effrayé par son goût croissant pour les rencontres de hasard. La police lui a parlé de procès-verbaux sur Marilyn, faisant l'amour avec des inconnus dans des lieux publics. Une peur des hommes, interprète le thérapeute. Un désir de séduction qui l'a mené à se livrer au premier venu. Il juge Marilyn perdue pour la psychanalyse. Il a peur de ne pas la sauver, de précipiter sa fin. Because I think I have also a gay side to me, also a sad side. And I think that's the way with people also. But there is something in people where they need solitude. Comme un noyé qui entraîne son sauveur avec lui, elle attire Grinson toujours plus vers le bas, le sombre, le vide. As I think is in myself. Maintenant avec elle, il improvise. Il franchit presque toutes les limites. Il incite ses propres enfants à devenir ses amis. Il la laisse l'appeler la nuit, la voit tout le temps, renonçant à ses autres patients. Il l'héberge parfois chez lui. Le jeu s'affole. Chacun démolit l'autre. Grinson, qui voit déjà Marilyn dans des séances de 4 heures d'affilée, va désormais la recevoir aussi en soirée. Mais si la fin allait venir d'un autre côté? Les Kennedy, le président et Bobby, son frère. De la mafia qui cherche à les compromettre en se servant d'elle. Dans les premiers jours d'octobre 1961, Marilyn rencontre lors d'un dîner le jeune frère de John Kennedy, Bobby, le ministre de la Justice, marié et père de 7 enfants. Ce soir-là, elle choisit une robe qui mettrait la pâleur de sa peau en valeur. Elle veut qu'on voit ses seins le plus possible. C'est un type de comportement autodestructeur que Grinson souhaite lui faire abandonner. Le dîner a lieu chez Peter Lawford, le beau-frère des Kennedy, celui qu'on appelle le macro du président. Marilyn se met à boire et Bobby Kennedy lui propose de la ramener chez elle. Peu après cette rencontre, elle écrit un court poème, désespéré. Aidez-moi, aidez-moi. Je sens la vie de plus en plus proche, alors que ce que je veux, c'est mourir. Mourir. Pourquoi? Pour qui? Quand était-ce? Tard dans la nuit, Marilyn avait téléphoné à son ami de toujours, André de Dienes. Elle voulait qu'il la photographie. Elle voulait poser triste et esselée. Ils prirent des photos à la lueur des phares de la voiture.
Les images qui en résultèrent étaient mélodramatiques. Le visage surexposé. Oui, c'est comme ça qu'elle se sentait. Surexposée. Jouait-elle la comédie? Ou sentait-elle que la tragédie l'attendait au tournant? Elle dit à Grayson qu'elle ne savait pas à quoi servait la nuit. Sa réponse à elle était à attendre. À dire à l'autre, reviens. L'autre n'était personne. Il s'appelait Librium, Nambutal et Démérol. Grayson la questionne avec brutalité. Pourquoi avez-vous peur d'être filmé? Et avez-vous tellement envie d'être photographié? Elle avait peur quand elle devait parler, dire des mots devant l'œil de la caméra. Mais quand elle sentait qu'elle sombrait, elle ne connaissait qu'un recours, se faire prendre en photo. En photo, on la prenait en silence, sans phrase. We better get you home, girl. You were worried about me. How sweet. Just want to keep you all in one pretty piece. Will you have had a spare tire? You can't say drop dead. I think you can. Marilyn et le président. La riposte ne tarde pas. Edgar Hoover, patron du FBI, met en garde les Kennedy sur la dangereuse collusion entre les amis de Marilyn, la mafia et eux. Car Marilyn est la maîtresse de John et de son frère Bobby. Elle a aussi pour amant un scénariste de gauche, José Bolanos. Edgar Hoover s'inquiète de la voir fréquenter des rouges. Elle est mise sur écoute. Elle reçoit des menaces. On lui fait savoir qu'elle ne doit plus s'occuper des frères Kennedy. Elle est au bord de la dépression. I guess maturity inspires it. I see. Is that about getting here on time, Marilyn? You mean about getting here on time? I hope so. I'm honored. Marilyn, what's I responsible? believe in improvement. And you have been improving, there's no doubt about it. What inspired? En février 1962, Marilyn achète une maison dans le quartier de Brentwood, à mi-distance des studios et de la villa de son analyste. Elle veut maintenant une maison à elle, mais comme la sienne à lui. Helena Drive, numéro 4, la sienne, est moins belle, moins grande, mais c'est la réplique de celle de Ralph Grayson. Cette maison sera l'enfant que vous n'avez pas eu, le mari dont vous avez divorcé, lui dit-il.
Marilyn installe son piano blanc dans son salon. Elle y revenait comme vers un ami perdu. Elle aimait le caresser du bout des doigts, quand les gens devenaient sourds et la vie invivable. Un dernier film, la dernière maison pour faire plaisir à Grinson. Ça fait un peu page tournée. Et après tout, pourrait-elle envisager un jour de se rendre à sa dernière séance? La Fox lui annonce qu'elle doit tourner « Quelque chose doit craquer » avec George Cukor. Grinson négocie pour elle un cachet important et pour lui, un poste de conseiller spécial sur le film. C'est lui qui choisira les images pour le montage. Elle assiste à la cérémonie des Golden Globes Awards. Elle y apparaît en compagnie de son amant mexicain, José Bolanos, pâle, amaigri, ivre, et le dos dénudé par une robe de soie verte. Beaucoup alors pensent que Marilyn est finie. Fin de partie. Grinson dit que la vie ressemble à un échiquier où un coup mal joué oblige à donner la partie pour perdue. À cette différence que dans la vie, il n'y a aucune possibilité de revanche. Au cours de la dernière année de sa vie, leur relation devient passionnelle. Grinson veut incarner le père qui lui a tant fait défaut. Elle lui téléphone jour et nuit pour discuter de ses rêves, de ses angoisses. Il craque. Et au mois de mai, il part pour l'Europe. Marilyn est décomposée. Elle achète un magnétophone et s'enregistre chez elle, dans le noir, dans la nuit. Elle veut faire entendre à Grinson une parole libre. Ce sont ces paroles que John Miner a entendues le jour de l'enterrement de Marilyn. Ce sont ces bandes que John Miner a transcrites et portées une quarantaine d'années plus tard aux journalistes du Los Angeles Times. Les débuts de Quelque chose doit craquer sont un vrai cauchemar. Marilyn est persuadée que Cukor la déteste et elle menace de se suicider. Elle quitte le studio en pleine prise de vue. Elle doit chanter au Madison Square Garden pour fêter les 45 ans du président des États-Unis. Le studio menace de la renvoyer. Le soir de son arrivée, New York est une fête dont elle est la reine. Un échiquier qu'elle domine par sa beauté. Elle joue des coups imaginaires sur quadrillage des blocs de rue. Le roi blanc absent. Sa mère, la reine noire. Marilyn, la reine blanche. Grinson, cavalier blanc ou noir. Les Kennedy, deux fous noirs. À son hôtel, un télégramme de la Fox met fin à son contrat.
couplets, elle assure difficilement les répétitions. Elle a du mal à redire pour la 30e fois « Happy Birthday to You ». Le metteur en scène a peur de cette voix de peine qu'il entend monter d'elle, de ce souffle éteint. Happy birthday to you. Marilyn Monroe est heureuse comme une enfant admise parmi les grandes personnes. Une fille qui a passé sa jeunesse dans la misère est incapable de résister à l'honneur qui lui est fait. Elle a payé $1000 pour y assister. Le soir venu, Bobby est présent à la fête, accompagné de sa femme. Mais le président vient seul. This lovely lady is not only constitutionalist, but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe. A woman about whom it truly may be said she needs no introduction. But let me just say, here she is. But I'll give her an introduction anyway, Mr. President, because in the history of show business, perhaps there has been no one female who meant so Elle much, surgit du noir, who has done more. titubante. Comme encombrée de ses formes offertes dans une robe de tissu transparent. Mr. President, the late Marilyn Monroe. The late Marilyn Monroe. Late signifie en retard, mais aussi décédée. Elle a réalisé son vœu. Être en retard à son propre enterrement. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy Sa parole est une caresse de plaisir. Son chant de plus en plus chargé de sexe donne à voir et entendre une parodie d'elle-même. Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody! Après le spectacle, Bobby Kennedy s'agite comme un papillon de nuit autour d'une flamme. Mais au petit jour, c'est John qui entraîne Marilyn directement dans sa suite à l'hôtel Carlyle. Elle ne reverra jamais John Kennedy. Après cette nuit, il décide de rompre et de nier toutes les rumeurs. Les photos de la soirée sont saisies par le FBI. Marilyn est amère. Tout le monde a parlé de sa robe à $6000 si collante qu'on avait dû la coudre sur elle. Et il n'avait pas compris. Ce n'était pas sa robe qui était sa peau, mais sa peau qui était un vêtement de chair. Sa peau qui lui servait à ne pas être nue.
Marilyn revient sur le plateau et fait savoir à Cukor qu'elle est prête à tourner. Chacun réalise qu'elle est malade et épuisée. Elle tourne enfin la scène de la piscine. Personne ne s'attend à ce qu'elle tourne nue. Something's gotta give 91. Action. Cuts. Something's gotta give 35, take 3. Elle passe 4 heures dans l'eau et Cukor la laisse faire, comprenant que, pour la publicité du film, c'est une chance à ne pas rater. Something's gotta give 35, take 12. Des photographies nues, elle en avait fait lorsqu'elle était starlette. Ce n'est pas le corps qui lui fait honte, c'est la parole. Elle pense que son visage exprime ce que les mots ne peuvent pas dire. La peur des mots. Comme si elle ne voulait pas les lâcher. Le 1er juin, la production refuse que l'équipe lui souhaite son anniversaire. Passant outre, à 5 heures du soir, quelqu'un entonna « Bon anniversaire, Marilyn ». Elle a 36 ans. Il ne lui reste qu'un mois à vivre. On la photographie toujours, nue. Elle a perdu les lignes de son corps de jeune femme, mais elle refuse qu'il soit altéré par la maturité. Elle reste des heures devant son miroir à guetter les signes de l'âge. Elle a recours à des crèmes à base d'hormones, à des injections de produits de jouvence. Ce serait plus facile d'éviter la vieillesse et de mourir jeune. Mais alors, qui finira votre vie ? Qui saura qui vous êtes ? Elle lui dit qu'elle n'y arrive pas, que sa psychanalyse ne l'aide pas, que son métier d'actrice n'est pas un problème, mais que c'est la seule solution qu'elle a trouvée pour résoudre les autres problèmes. Elle lui dit qu'elle ne veut plus dépendre de lui. It's the sweetest, gentlest thing anyone ever said to me. La dernière partie de Marilyn se joue maintenant avec son psychanalyste. Vous ne m'appartenez pas, Marilyn. Pas plus que je ne vous appartiens. Réfléchissez. À qui appartenez-vous ? J'appartiens à ceux qui veulent me prendre. Ma plus grande jouissance a été l'hiver 1954, en Corée. Elle se souvenait du gémissement assourdissant annonçant l'arrivée de l'énorme hélicoptère. Marilyn se souvenait de Marilyn. Elle se revoyait chantant devant 17 000 hommes hurlants. Elle n'avait pas peur. Les GIs complètement fous en manque de femmes depuis des mois. Il la mangeait de loin, morceau par morceau.
À qui appartenez-vous ? Insista Grinson. J'appartiens à la peur d'être prise, la peur de ne pas être prise. Le cinéma, c'est prendre, encore prendre. D'ailleurs, on appelle ça des prises. Ces journées où elle était coincée avec 40 personnes autour, coincée entre deux mots 100 fois repris. Première prise, coupée. Deuxième prise, coupée. En fait, elle était celle qu'on prenait. Elle avait été là dans l'œil du viseur. Elle avait existé. Quand on n'appartenait à rien ni à personne, comment ne pas se dire qu'on appartient à tous ceux qui vous veulent ? Qu'avez-vous cherché à revivre à cette fête Kennedy, lui assène-t-il pour la déstabiliser ? Elle explique. Je me suis senti fier. Il y a eu un silence énorme dans la salle. Un silence pareil devant un tel public, cela me réchauffe. C'est comme une sorte de baiser. J'aurais chanté cette chanson même si ça avait été la dernière chose que je puisse faire au monde. Elle s'interrompt, puis reprend d'une voix très basse, comme longtemps retenue. Il faut quand même que je vous parle de ma mère. À l'époque, je disais qu'elle était morte pour ne pas dire qu'elle était folle. Marilyn se raconte en pauvre petite fille assise devant les studios de la RKO, où sa mère, monteuse, s'abîmait les yeux à regarder les visages des stars. La semaine, Gladys lui donnait de quoi payer son ticket d'entrée dans les cinémas de Sunset Boulevard. J'adorais être la petite fille du premier rang, toute seule face au grand écran. Le dimanche, sa mère l'emmenait faire le tour des palaces d'Hollywood. Les palais de l'image, où Norma Jean triompherait plus tard. Elle aimait regarder l'endroit où les vedettes consacrées viennent imprimer leurs pieds nus dans le ciment frais de l'avenue des Stars. Elle plaçait son pied dans les empreintes et elle se disait « Oh, oh, c'est trop grand. Pauvre petite fille, jamais ton tour ne viendra. » Le jour où elle mit ses mains à elle pour de bon, elle eut l'impression de les enfoncer dans le passé, et elle comprit alors que rien n'était impossible. Si c'était un film noir, le plan d'ouverture montrerait le vent ployant la cime des eucalyptus. Doux et chaud, il souffle depuis Beverly Hills, Sunset Boulevard, Santa Monica, et frôle maintenant Brentwood. Si c'était un film noir, le téléphone sonnerait peu avant l'aube au poste de police de Gresham Drive. Marilyn Monroe est morte d'une surdose. Qui êtes-vous ? Le docteur Grinson, son psychiatre. Les policiers parcourent les rues désertes jusqu'à Carmelina Avenue et tournent dans la courte impasse.
voit le corps en travers du lit, dans la position du soldat mort. Si c'était un film noir, un plan de l'ambulance portant le corps de Marilyn recouvert d'une couverture serait suivi d'un fondu. Le montage ne serait pas achevé. Et on verrait sur l'écran Marilyn dernière. In our investigation, they state, we have learned that Miss Monroe had often expressed wishes to give up, to withdraw, and even to die. On the basis of all the information obtained, it is our opinion that the case is a probable suicide. Marilyn. Pourquoi fallait-il que tout finisse ainsi? Pourquoi cette vie est-elle aussi pourrie? Écrira Truman Capote. Le 8 août, on conduit la dépouille de Marilyn à la chapelle mortuaire. La cérémonie organisée par Joe DiMaggio prévoit que personne parmi les gens de cinéma ne pourra y assister. Dans un premier temps, le docteur Grayson se verra exclu au prétexte que seule la famille pouvait y assister. Quelle famille? Déjà, on affirme que Marilyn a été tuée. Grayson apparaît comme le docteur Mabuse l'ayant manipulée jusqu'à la folie. John Miner, qui a assisté à l'autopsie, veut comprendre. Il appelle Grayson. Ils prennent rendez-vous le soir après l'enterrement. La nuit était tombée et que John Miner le questionnait toujours. Pourquoi dites-vous que Marilyn s'est suicidée? Marilyn est morte d'une surdose, ce qui n'excluait pas qu'on la lui ait faite. Jamais on ne saura la vérité sur cette mort. Pour l'inconscient, le suicide est presque toujours un meurtre, et le meurtre, parfois un suicide. Qui a tué Marilyn Monroe? Je ne sais pas, répond Grayson. La psychanalyse a dû jouer un rôle. Elle ne l'a pas tuée, mais elle ne l'a pas aidée à survivre. Et si c'était sa mère, Gladys Baker, qui l'avait tuée? La partie d'échecs se termine sans vainqueur. Cinéma, argent, politique, sexe. Telles sont les pièces d'un joueur qui s'appelle la mort et qui gagne toujours. Plus de 40 années plus tard, le journaliste de Los Angeles Times s'interrogeait toujours sur les révélations que John Miner venait de lui faire. Il savait que la vérité se trouvait dans ses contradictions, dans ses fragments de dialogue, ses faux raccords d'images. Il décida qu'il allait publier le récit de John Miner tel quel, sans mettre en doute sa véracité. Il relut l'article qui allait sortir dans le journal du matin, il n'était pas sûr du titre. Marilyn, dernière séance. I'm sorry, so sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, yes. You tell me, Miss
sorry. So sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind